Bonjour tout le monde! Avant d'embarquer dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais juste faire un petit disclaimer de rester indulgent avec nous envers notre qualité sonore. On n'avait pas reçu tout notre matériel pour l'enregistrement, donc c'est ça, la qualité sonore n'est pas optimale. Sinon, dans l'épisode aujourd'hui, on reçoit Simon Grenier, qui est psychologue organisationnel et professeur agrégé au département de psychologie de l'UDM. Sinon, on a discuté là, de sujets tels que les types de leadership, le rôle du leader, le rôle du gestionnaire ou encore du développement du leadership et d'autres sujets. Donc, restez à l'écoute pour en apprendre plus. Donc, on espère que vous allez apprécier l'épisode comme nous, on l'a apprécié. Sur ce, bonne écoute! Si je veux exercer du leadership comme gestionnaire de cette équipe-là, puis sortir de ma posture juste de gestionnaire, ben si on vient à tantôt ce qu'on disait, peut-être que j'ai un ingénieur qui est dans cette équipe-là à cause de ses compétences techniques de génie. Ouais. Si je m'intéresse à lui, je vais peut-être me rendre compte que c'est un fervent utilisateur de vélo ou quelqu'un qui a un sens artistique vraiment élevé au-delà de ses compétences de génie. Puis je vais peut-être pouvoir le mettre en mode design parce qu'il a utilisé plein de produits, ce gars-là, qui sont proches de ce qu'on essaie de faire. Si c'est un vélo électrique, par exemple, au-delà du génie. Ben, si moi, je suis capable de faire ça comme personne, je serai pas juste à dire « T'es-tu en train de travailler le bon mécanisme sur ce vélo-là qu'on essaye de produire? » Je vais dire « Hey, par rapport à d'autres vélos que tu as déjà vus ou utilisés, qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait faire de différent parce que toi, tu as une expérience utilisateur que moi, j'ai pas, j'en fais pas du vélo. » Allô, Simon! Bonjour! Allô, je suis vraiment contente. Ben, on est vraiment contente de t'avoir avec nous. Ben, c'est le fun de se rencontrer. On s'est parlé souvent. Ouais. Jamais en face à face ni en personne. Ouais, on est vraiment contente. Puis, en tout cas, comme on le faisait un peu avant l'enregistrement, on le sait que ça va être une conversation qui va être vraiment enrichissante puis qu'on va être très, très impliqués, je pense, parce que ça concerne vraiment tout le monde un peu ce sujet-là. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on embarque là-dessus. Ouais. Parce qu'évidemment, le leadership, ça va pas juste, c'est pas juste, mettons, au niveau des gestionnaires, mais ça peut être également au niveau des employés, tu sais, avoir son leadership en tant qu'employé également. Fait que ça peut toucher comme une panoplie de travailleurs sur le terrain. Fait que, good! Fait que, tu veux-tu y aller en premier? Ben, en fait, avant de commencer, moi, je voudrais savoir ton parcours personnel, professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené justement comme t'intéresser au sujet du leadership, puis peut-être même à développer ton propre leadership aussi à travers tout ça? Ben c'est une large et intéressante question. En fait, moi, arrivant en psycho, c'était un accident. Fait que je vais commencer ça comme ça. Je voulais être médecin presque toute ma vie, médecine d'urgence, puis j'ai fait du sauvetage, je suis devenu sauveteur, j'ai évolué comme gérant de piscine, j'ai évolué comme gestionnaire de projets aquatiques. Dans ce rôle-là, cet été-là, il y a eu un accident majeur sur une des piscines, puis j'ai eu à me poser la question, moi, j'étais rendu à la fin de mon bac, si j'avais à commettre une faute, parce que c'est pas ça qui est arrivé, mais si j'avais à commettre une faute dans ma pratique médicale, parce que je gardais ce projet-là, est-ce que je serais capable de vivre avec? Puis de bien assumer ça. Puis avec ce qui s'était passé, le type de réflexion que j'ai eu à ce moment-là, la réponse a été non. J'ai beaucoup aimé, par contre, travailler à aider mes filles à rembarquer sur une chaise puis à développer leur sentiment d'efficacité, à pouvoir faire de la surveillance. Ma mère a toujours œuvré en ressources humaines. C'était une consultante en ressources humaines qui avait sa petite business. Puis, ben, je me suis retrouvé à me dire, hey, la psycho-industrielle, c'est un peu la rencontre entre les ressources humaines, la psycho de laquelle je venais de finir mon bac, puis que j'avais fait un peu par dépit parce que médecine n'avait pas fonctionné après le cégep. Puis là, j'ai fait, bon, ben, OK, go, j'y vais. J'ai été admis en psycho au doc puis en médecine. J'ai fermé la porte de médecine puis j'ai continué après. T'avais quand même été admis en médecine. Ouais, j'ai fini par être admis. Puis ce qui était important dans le fond, c'était de pouvoir dire que c'était pas quelqu'un qui m'avait empêché de rentrer. C'est moi qui ai fini par prendre la décision. Puis j'ai fait mon doc en psycho-industriel. Puis sur mes postures de leadership, vous allez voir, moi je suis convaincu dans la vie, tout le monde peut se développer. Puis à titre de leader, puis à titre de exercer un leadership, c'est-à-dire être capable d'influencer
un groupe de gens vers l'atteinte d'un objectif commun. Là. Si on le résume très vite, là, la définition du leadership, moi, c'est comme ça que je la travaillerai aujourd'hui. Okay. Fait que ça veut dire que c'est pas un rôle, c'est pas une autorité formelle, c'est tout le monde peut, à un moment donné, contribuer d'une façon ou d'une autre à donner une direction, à reprendre une direction, à clarifier une direction pour qu'ensemble, on se rende là où on veut aller. Mais là, dans le fond, tout le monde pourrait, mettons, développer son leadership, mais est-ce que les gens, après, c'est leur propre choix s'ils veulent le mettre en action? Ouais, le mettre en action. Est-ce que ça les... Genre, c'est-tu un but, mettons, pour eux, exemple, de vouloir développer leur leadership? Je pense que c'est ça la nuance aussi de comme, oui, ils peuvent développer leur leadership, mais est-ce que toi, en tant que personne, ça te tente ou tu veux avoir ce rôle-là, tu sais? Ben, ça aussi, c'est une excellente question, au même titre que, tu sais, pour certaines personnes, évoluer dans un poste de gestion, c'est comme la voie traditionnelle de je grandis dans une entreprise, là, j'y vais au niveau vertical. Puis là, souvent, on confond justement cette idée-là de j'ai un poste de gestion, fait qu'il faut que je sois un leader ou faut que j'exerce du leadership. Mais comme tu peux pas être forcé de prendre une posture que tu veux pas prendre. Fait que tu sais, si non, je me sens pas très à l'aise ou je le vois pas mon espace de leadership, ben ça va être plus difficile de te sentir confiant, de deux, de te sentir efficace à vraiment à agir puis à poser des comportements au sein d'un groupe vers ça. Puis tu sais, on peut aller jusqu'à l'aspect identitaire. Tu sais, si ça me tente pas vraiment puis que je me définis pas comme ça, même si des gens autour de moi me disent qu'ils voient que je suis capable d'en démontrer du leadership ou que je le sens pas deep down, là, que ça me définit pas, je risque d'être résistant à prendre des postures. Puis, tu sais, souvent, dans des parcours qu'on a mis en place ou qu'on évalue avec le labo, ben, c'est avec tu sais, on a un parcours avec des étudiants athlètes. Je l'ai fait avec un partenaire qui me met en place des parcours pour jeunes professionnels. Puis, un des premiers éléments sur lesquels on va travailler, c'est ta propre définition de qui t'es toi comme leader. Quand je te fais faire un exercice rétrospectif de ton histoire de leadership, ils sont où ces moments-là? Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ces contextes-là pour que tu sois capable de faire preuve d'influence tout d'un coup? Fait qu'il y a beaucoup dans cet exercice-là de... Je me ferme les yeux, là, je regarde mon histoire, j'ai été d'un scout, j'ai été d'un cadet, j'ai peut-être fait partie d'un comité dans une école primaire ou secondaire, ou c'était avec ma gang d'art, tu sais, dans un programme d'art au secondaire, à un moment donné, on a pris l'initiative de créer une murale pendant l'été pour décorer un mur de l'école. Mais ce projet-là, le petit groupe qui a décidé de le mettre en place, chacun a pu avoir ses propres moments. Il faut comprendre quand et pourquoi. Tu sais, au final, ce qui est important, c'est on l'a tué la murale au final. Encore là, vers un but commun. C'est ça. Puis après ça, tu sais, c'est-tu grave de pas démontrer de leadership? Il y a du monde pour qui, si c'est pas nécessaire ou qu'ils le voient pas, moi, j'essaierais pas de forcer outre mesure. Je pense que ça reste... Moi, la façon d'en parler des fois aussi de façon un petit peu plus business, pour moi, le leadership, c'est une façon de créer de la valeur dans un système avec ce qu'on a à offrir. Donc, oui, il y a l'atteinte de l'objectif, mais il y a comment moi, je contribue de façon un petit peu unique, de façon un petit peu stratégique à l'atteinte de ça, en sachant quand est-ce qu'il faut que j'intervienne avec mes forces puis avec mes capacités, mais en sachant aussi, puis ça c'est intéressant quand on parle de leadership, c'est quand est-ce qu'il faut que je me retire puis que je laisse d'autres mondes prendre leur place. Fait que ces espaces-là puis ces négociations-là, leader-follower, dans l'acte de leadership puis dans le collectif, ils sont importants pour moi pour qu'il y ait un vrai leadership qui se démontre dans un groupe et que ça appartienne pas juste à une personne qui a peut-être un rôle plus formel. J'avais une petite question par rapport à tout ce que tu dis depuis tantôt. Moi aussi, je suis comme... J'ai pas de question. Est-ce que, dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que quelqu'un qui fait preuve de leadership, visiblement, il y a de l'intelligence émotionnelle. Ça vient-tu de... C'est-tu obligé à avoir de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que ça va de soi? Ouais, ça va-tu de soi? Parce que là, tout ce que tu mentionnes, j'ai l'impression que oui. Mais ça prend une bonne confiance de soi. C'est ça, tu sais, être capable de se retirer puis de regarder, tu sais, à quel moment ça va plus puis se remettre en question. De s'autoréguler, puis même à la limite, il y a un aspect d'interaction, tu sais, entre
leader follower, ouais, justement, comme on dit. Tu sais, il y a comme, oui, l'autorégulation, la régulation émotionnelle peut-être des gens autour. Ouais. Puis comme, tu sais, aussi le leadership, c'est comme une capacité d'influence. Fait que, tu sais, il y a quand même cette énergie-là entre deux personnes. Fait que comme... Ouais. Ouais. C'est ça. OK. Intelligence émotionnelle, je peux pas vous en parler beaucoup parce que c'est pas un champ que j'ai exploré tant que ça. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que l'aspect de régulation émotionnelle, oui, est importante. Tu sais, ça, on va se le dire. Ouais. Puis elle est importante. Il y a des travaux, là, ça fait 20 ans que ça a été lancé, les théories autour du développement de l'identité de leader, puis de comment, au niveau cognitif puis affectif, ça vient influencer mes niveaux d'expertise de leadership, donc de passer d'un niveau novice à un niveau intermédiaire à un niveau expert. Puis tu sais, ce qui est soutenu dans ces écrits-là, c'est que quelqu'un qui va débuter dans une posture novice va beaucoup être centré sur elle. Va être centré sur les connaissances qu'elle a d'elle-même, les connaissances de ce qu'elle est, la croyance qu'elle a de c'est quoi jouer un rôle de leadership ou de leader aussi. Et donc, ce sera pas très ajusté aux effets de contexte. On commence là à se définir comme personne, on commence à se sentir plus ou moins efficace, puis tout ce qui peut devenir une menace ou une démonstration qu'on fait pas la bonne affaire dans notre leadership nous questionne ou nous remet en question dans notre posture individuelle. Est-ce que la personne, elle est consciente qu'elle peut avoir ce rôle-là de leader ou peut être comme quelqu'un qui a un leadership novice? Est-ce que justement, il y a comme une conscience de « OK, j'ai une capacité d'influence ». Mais c'est comme, typiquement, je viens de te remettre un rôle de leadership entre les mains. OK. T'es au début de ton développement, t'es dans une première fois où tu l'exerces de façon peut-être plus formelle. Puis là, ben, tu sais, OK, je passe d'un leader d'expertise, là, j'étais un bon contributeur individuel, à là, je gère une équipe. Puis là, ben, je gère une équipe, mais je gère une équipe avec ce que je connais de moi un peu. Puis je suis conscient que j'ai été nommé dans ce rôle-là aussi parce que je suis un bon expert. Tu sais, souvent, on dit ça que les gestionnaires de premier niveau peuvent avoir de la misère à arrêter de faire pour les autres. Mais tu vois, c'est exactement ce que j'ai écrit. J'étais comme, je veux être sûre de comme pas oublier mon sujet, ma question. Fait que... Le passage du leadership d'expertise, là, une maîtrise technique de quelque chose vers la gestion d'une équipe qui fonctionnellement fait ça dans quoi j'étais moi j'étais expert. Ben, c'est sûr que là, je risque d'avoir, dans mon identité, dans mon efficacité, je risque d'avoir de la difficulté à m'enlever les mains de ce qui est fait parce que c'est une façon pour moi de servir l'équipe, de leur dire comment les choses pourraient être faites, comment elles devraient être faites, alors que je devrais laisser les gens faire puis les regarder aller plutôt que de dire. Mais là, encore une fois, c'est cette idée-là de je sais ça que moi, je suis capable. Je sais que ça, c'est une contribution que je peux avoir. Fait que je vais peut-être me rapprocher de ça plus rapidement que ce que je devrais. Parce que la notion de gérer l'équipe puis laisser de la place, j'ai encore de la difficulté à me retrouver dedans. Mais c'est ça, faut pas trop aller dans le micromanagement, I guess. Ce que tu mentionnes, j'ai l'impression que parfois, il peut y avoir une difficulté à comme juste laisser aller au niveau plus, c'est ça. Ça, du micromanagement ou à l'inverse, c'est que tu es en posture ou en position, disons, de gestionnaire ou de chef d'équipe. Tu vas prioriser. T'es dans cette position-là, mais tu vas pas prioriser justement le leadership ou les compétences nécessaires pour justement gérer une équipe. On dirait, moi, c'est ça des fois que je réalise ou que je vois parfois, c'est qu'on dirait qu'il y a des gens justement qui sont promus, mettons, à un poste de chef d'équipe ou qui vont être justement comme en position de leadership, mais ils sont encore trop dans les compétences techniques puis dans leur compétences, leur expertise. On l'entend souvent ou on prend ça des fois comme exemple, justement, tu sais, mettons quelqu'un qui est super bon, une infirmière, mais là, on va la mettre, mettons, qui doit gérer une équipe. Mais là, tu sais, je veux dire, elle peut plus prendre les mêmes compétences qu'elle avait quand elle travaillait directement avec les patients versus là, mettons, si elle doit gérer une équipe. Fait comme, en tout cas, tu fais... Mais vous le voyez, là, au niveau du transfert, tu sais, le passage de je suis reconnu pour mon expertise technique à
là, il faut que je laisse les autres démontrer cette expertise-là, mais c'est ce qui m'a amené dans ma chaise d'être un expert ou une experte. Ouais. Ben, au niveau identitaire, c'est comme si tu avais un deuil ou une perte. Il faut que tu laisses aller ça pour reconsolider ton identité autour de comment j'influence, comment je coach, comment je questionne. Puis si on revient à ce qui nous amenait là, l'idée de l'intelligence émotionnelle ou de la régulation émotionnelle, c'est qu'effectivement, quand je suis dans ma posture novice, moins je me régule bien ou plus il y a de menaces dans l'environnement, plus il y a des chances que je joue un rôle qui va être plus loin du leadership et de l'influence, puis que je me rapproche de comment faire, puis des aspects plus techniques de l'autorité. Okay? Cet aspect-là identitaire, si je le trigger, si je le déclenche, ben ça va faire en sorte que là, je reviens dans une posture où, plutôt que de laisser faire, puis d'accompagner à faire, je vais faire pour qu'on y arrive. Hey, c'est fou. OK? Puis l'évolution, donc, selon ces théories-là, encore une fois, l'évolution de ma posture de leader va graduellement, normalement, tendre vers maintenant, je connais Ariane, maintenant, je connais elle, je peux les mettre en action sur des choses, soit que moi, je peux pas faire, ou sur des choses sur lesquelles je suis sûr que vous allez avoir une contribution plus élevée que la mienne ou les membres de l'équipe. J'ai compris qui vous êtes. Il faut que tu connaisses bien ton équipe, dans le fond. Il faut que tu connaisses leurs forces. L'approche par les forces, c'est majeur. Puis l'aspect, moi, je vais aller plus loin que ça. La première compétence ou le premier élément avec lequel il faut vraiment apprendre à jongler, je trouve, quand on est dans un rôle de leadership, c'est de s'intéresser à l'autre pour vrai. C'est pas juste les forces, c'est de s'intéresser à t'es qui. Pourquoi? Vous m'avez demandé pourquoi je suis arrivé vers le leadership, puis donc, d'ouvrir une porte pour être capable de bien comprendre ce que chacun est et ce qu'ils peuvent faire. Puis sur la question tantôt, est-ce que c'est nécessaire qu'il prenne une posture de leadership? Si comme gestionnaire, je sais que toi, Eve, t'as pas envie, là, mais je m'arrangerai pas pour te mettre dans ces postures-là ou dans le, sous les projecteurs, dans une posture de leadership, si au final, je me rends compte que c'est pas là où tu vas générer de la valeur, t'épanouir, être capable de soutenir, je vais peut-être plus te demander, hey, qu'est-ce que tu as envie de devenir? C'est quoi, toi, ta vision de ta propre évolution de carrière? Parce que, tu sais, quand vous faites là, le modèle du 9-box de Capelli, ben il y a des gens qui peuvent finir, qu'on dit pas beaucoup de potentiel, mais tu sais, ce que ça veut dire, c'est pas beaucoup de potentiel de développement à titre de leader. Si vous voulez devenir super expert de quelque chose, ben il y a encore une fois une raison en dessous de ça. Là. Pourquoi voulez-vous devenir la personne de référence dans notre organisation, dans notre province, au Canada, dans cette comment on va faire en s'intéressant à vous pour dire OK, ton expertise est importante, puis on comprend quand tu veux te développer ce que tu essayes d'atteindre. Mais pour ça, il faut être capable de s'intéresser, poser des questions, puis être à l'écoute. Là. Ça me fait penser à ce que Jasmine disait. S'intéresser sincèrement à l'autre. C'est pas juste pour avoir de l'air gentil, mais comme parce que tu veux vraiment. Là. Apprendre à connaître l'autre personne. Puis parce que comme leader, puis comme gestionnaire, là, puis il va falloir faire attention de ne pas être trop mêlant dans comment je vais l'utiliser, mais qu'on soit gestionnaire et leader ou juste gestionnaire ou vraiment leader informel, créer du leadership dans une équipe puis laisser de la place, ça prend le fait de connaître qui sont les gens. C'est pas une question de titre, c'est pas une question de posture, c'est une question de si je vais à la rencontre, je vais mieux comprendre, puis je vais être capable de mettre les bonnes personnes au bon moment en action. Puis c'est là où, dans l'évolution dont je vous parlais tantôt un peu identitaire, c'est j'atteins le niveau expert en leadership quand je suis capable de tenir compte des éléments de mon contexte, de mes propres éléments à moi, des éléments des autres et des aspects symboliques, puis des aspects qui sont peut-être un peu plus abstraits d'une situation pour prendre les bonnes décisions
faire preuve d'influence ou me retirer de l'influence puis le laisser à d'autres. Puis à ce moment-là, qu'on soit capable d'avancer. Ah, c'est ça. OK. Puis, tu sais, mettons, tu dis justement que, exemple, les gens qui passent du technique, tu sais, qui ont des compétences techniques puis qui sont promus ou qui développent un rôle de leadership, comment aider ces personnes-là à faire leur deuil de leur monde ou leur identité technique, puis de passer à une identité qui est plus, justement, axée sur le leadership et tout ça, plus sur les relations au final, parce que tu sais, moi c'est comme on dirait le mot qui me revenait beaucoup en tête quand que je t'écoutais parler, parce que tu as la relation avec toi, apprendre à te connaître, mais la relation avec les autres, avec ton environnement, tu sais, tout est interrelié aussi au final. Fait que comment aider les ben, tu sais, l'aspect de faire le deuil ou de passer à la prochaine étape, je pense c'est un peu comme on en discutait avant de commencer l'enregistrement. Se développer, ça prend du temps puis ça prend des points de repère. Fait que moi, quand j'accompagne des gestionnaires, que ce soit en coaching ou que ce soit quand on réfléchit à nos programmes, il y a toujours la notion d'aller chercher de la rétroaction, là. Donc, de dédouaner les gens autour de toi puis de leur permettre de dire que tu es en train d'outrepasser ton rôle. Tu es en train de revenir dans ma talle. Pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi tu te mets les mains où tu es en train de me dire comment faire les choses? Fait que d'avoir cette rétroaction-là puis cette ouverture-là à la rétroaction est importante. Comme dans les employés de la rétro, c'est ça? Oui, exact. Fait que les membres des équipes qui soient invités à me donner... Tu sais, je suis nouveau dans mon rôle de gestion. C'est ça. J'ai conscience que je pourrais être là techniquement pour vous autres. Si jamais j'outrepasse mon rôle de gestionnaire puis que je reviens avec vous dans le technique puis que c'est pas en réponse à vos questions, c'est vraiment moi qui prends l'initiative technique. Pouvez-vous l'ouvrir? Pouvez-vous me le dire? Fait que ça, c'est une première affaire. L'autre chose pour moi qui est importante aussi, c'est, puis je pense que tu le résumes bien, il y a quelque chose de profondément relationnel dans le fait d'exercer du leadership. Fait que plus je vais prendre de temps pour investir mes relations, plus je devrais finir par avoir confiance dans mon système aussi. Puis, tu sais, le fait de se mettre en mode « je délègue pas », je délègue à moitié parce que je vous délègue pas les mandats pour vrai. Je vous délègue des tâches pour qu'on arrive au mandat. J'ai tellement pas de vision sur mon système humain puis mon équipe que je le sais pas en qui je peux avoir confiance. Tout ça va me maintenir dans le fait de faire. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, ces éléments-là, si tu vas à la rencontre, que ça te permet de développer une confiance envers les gens, de comprendre qui ils sont, de les interroger sur qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de similaire, puis c'est quoi les apprentissages qu'ils ont fait à travers ça pour me rassurer moi aussi que c'est des gens qui sont capables qui vont être capables d'apprendre ou qui ont déjà appris. C'est tous des aspects que moi je travaille avec les gens. Fait que dans le fond, parce que moi Pierre, on a parlé beaucoup de est-ce qu'un gestionnaire peut exercer son leadership s'il n'y a pas nécessairement de follower? Tu sais, parce qu'on parle beaucoup de la relation entre subordonné puis supérieur. Mais j'ai l'impression que c'est les employés qui doivent donner cet espace-là au gestionnaire de pouvoir exercer son leadership. Mais là, c'est encore là, c'est comme une certaine qualité de la relation, tu sais. Fait que, est-ce que selon toi, c'est un aspect qui est super important, c'est nécessaire pour pouvoir exercer son leadership? Ben, en fait, le leadership, tu peux pas t'auto-proclamer leader. Tu sais, c'est comme, on peut te donner une posture d'autorité. Là. Ça, oui. Tu sais, le président des États-Unis, il a été élu. C'est le leader des États-Unis. Comme gestionnaire, je peux avoir été nommé. Puis là, ben, je suis formellement un gestionnaire d'une équipe. Si mes employés me reconnaissent rien, là, si à chaque fois que je leur demande quelque chose, ils questionnent, ils comprennent pas, et ben, je pourrais pas exercer du leadership. Je vais pouvoir finir par exercer de l'autorité. Leur dire, tu fais ça, que tu comprennes ou que tu comprennes pas, j'en ai rien à battre, c'est ça que tu fais. Mais exercer de l'influence vers un objectif, là, c'est les gens qui vont me laisser cette zone d'influence-là. Au même titre que si on sort cette idée-là d'exercer du leadership par un rôle formel, mais quand je vous dis, moi,
comme leader, il faut que je me retire à certains moments puis que je laisse de la place à d'autres. C'est moi aussi là, qui fais cet exercice-là de te reconnaître maintenant dans une posture de leadership puis de dire « Vas-y, Ariane, c'est à ton tour. » Puis ce sera pas suffisant s'il y a juste moi qui y crois. Il faut que le reste des gens fassent comme c'est vrai que c'est Ariane qui est la meilleure pour porter le témoin en ce moment. Fait que cette idée-là de leadership ne se fait pas s'il n'y a pas d'autre monde autour. Moi, il y a deux concepts que j'aimerais qu'on distingue parce qu'on en parle un peu depuis tantôt, puis je sais pas si on a clairement fait la distinction. La différence entre être un gestionnaire puis être un leader. Parce que, tu sais, je pense qu'on l'a nommé un peu justement que tu peux être un gestionnaire sans être un leader, tu peux être un chef d'équipe sans avoir de leadership, mais tu peux aussi être les deux ou tu peux être un leader sans être gestionnaire. Fait que comme juste de distinguer un peu comme ces différents rôles et postures-là. Oui, ben déjà, je pense que tu as bien mis la table, là, au sens où on vient de donner à peu près toutes les possibilités. C'est ça, Le rôle d'un gestionnaire d'équipe, il est là pour coordonner puis négocier l'allocation de ressources pour que l'équipe soit capable d'arriver à ses fins. Prendre soin des patients, créer un nouveau produit. Mener à terme un projet. Cette personne-là est dans un rôle formel, c'est-à-dire qu'elle a une autorité hiérarchique souvent par rapport aux membres de l'équipe. Elle se rapporte aussi à une hiérarchie, donc à un patron qui est un gestionnaire, et est là pour s'assurer que, dans le fond, on va être capable, à travers la stratégie de l'organisation, dans nos actions, nous, comme équipe, de s'aligner sur ce que la grande organisation veut faire. Fait que je suis une compagnie, moi, qui travaille à développer des produits récréatifs, là, motoneige, sidou, tout ça. Ben, je peux avoir des équipes de recherche et développement qui vont créer le prochain produit de divertissement qu'on va avoir. Fait que ce soit une nouvelle motoneige ou que ce soit on s'en va complètement ailleurs, on met en place un vélo électrique. Ben, comme gestionnaire de cette équipe-là de recherche et développement, ça va être moi de travailler avec des designers puis des gens, peut-être des ingénieurs pour être sûr que le produit est à la fois beau et techniquement possible. Bon, ben ça, je peux le faire en disant, regardez, gang, c'est ça qu'il faut faire parce qu'on pense que c'est notre prochain segment de génération de revenus comme organisation. On est plafonné au niveau de nos ventes dans puis tel produit. Venez-vous avec moi, on va essayer de le faire. Lui, il est gestionnaire de cette équipe-là, puis on te donne des ressources. Tu as des budgets, tu as des locaux, tu as du matériel. Puis son rôle comme gestionnaire, c'est de s'assurer que ça soit bien utilisé pour arriver au fait de proposer un nouveau produit. Je fais un peu en termes PODC. Je planifie, j'organise, je dirige, puis je contrôle. Je m'assure pour pas avoir trop de dépassement de coûts. Je m'assure que chacun des joueurs de l'équipe fait ce sur quoi il s'est commis, puis tout ça dans un cycle qui est planifié puis qui est organisé. Si je veux exercer du leadership comme gestionnaire de cette équipe-là, puis sortir de ma posture juste de gestionnaire, ben si on revient à tantôt ce qu'on disait, peut-être que j'ai un ingénieur qui est dans cette équipe-là à cause de ses compétences techniques de génie. Si je m'intéresse à lui, je vais peut-être me rendre compte que c'est un fervent utilisateur de vélo ou quelqu'un qui a un sens artistique vraiment élevé au-delà de ses compétences de génie. Puis je vais peut-être pouvoir le mettre en mode design parce qu'il a utilisé plein de produits, ce gars-là, qui sont proches de ce qu'on essaie de faire si c'est un vélo électrique, par exemple, au-delà du génie. Ben, si moi, je suis capable de faire ça comme personne, je serai pas juste à dire, t'es-tu en train de travailler le bon mécanisme sur ce vélo-là qu'on essaye de produire? Je vais dire, hey, par rapport à d'autres vélos que tu as déjà vus ou utilisés, qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait faire de différent parce que toi, tu as une expérience utilisateur que moi, j'ai pas, j'en fais pas du vélo. Là, je vais pouvoir, dans la rencontre, dans ce que j'ai appris, solliciter des éléments ou des forces, des connaissances de cette personne-là que j'aurais pas naturellement fait. Puis là, ben, je suis capable d'y ouvrir un espace de leadership qui est plus dans le technique. Il va pouvoir soutenir les équipes de design ou il va pouvoir nous renseigner de façon plus macro
sur la création du produit qu'on essaie de faire, puis devenir un peu notre premier utilisateur. Puis après ça, il y a, dans toute cette équipe-là, si on se parle juste de leadership sans le formel, il y a qui est bon pour faire quoi, puis qui est timely pour faire quoi. Okay. Si je vous sors de cette idée-là de création de produits, moi, une des plus belles équipes où j'ai travaillé, la Société québécoise de psycho du travail et des organisations, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai eu la chance de siéger sur la section Montréal de cette organisation-là. On était 4 étudiants de ma cohorte. Okay. Fait que l'avantage qu'on avait, c'est qu'on faisait tout ensemble. Nos cours, nos fins de semaine, nos implications bénévoles. Fait qu'on est venu à se connaître tellement bien que sous l'impulsion d'une senior, Diane Filchi, que je salue si elle nous écoute, Geneviève Beaulieu, Louis-Pierre Sarrazin, Guillaume Duguay, puis moi, on est devenu une équipe de relance de la section Montréal, d'organisation d'événements tellement habile. Puis ça faisait tellement longtemps qu'on travaillait ensemble que tout le monde anticipait ce que les autres allaient faire. Donc, tout le monde avait son espace de leadership parce que quand venait le temps d'être en mode PR, c'était moi qui étais lancé dans la jungle. Quand c'était le temps d'être en mode organisation d'événements, du point de vue vraiment là, l'organisation, Guillaume puis Jen, c'était super. Louis-Pierre était un idéateur qui nous amenait vraiment à penser à l'extérieur de la boîte, autant au niveau du type d'événement organisé que de comment on allait injecter du contenu. Fait que, tu sais, on partait en consultation de façon vraiment vaste avec des praticiens puis des chercheurs pour écrire un livre blanc qui allait lancer un événement. Mais, tu sais, pour vrai, notre dernière année, c'était comme, il y a quelque chose qui se lançait, tout le monde prenait sa place. Il n'y avait plus besoin de faire de demandes, de requêtes, de planifs. C'était comme, on sait ce qu'il faut qu'il soit fait puis qui va le faire. Est-ce que ça, c'est un exemple de leadership partagé? Oui. OK. Tout à fait. Fait que, qui est permis grâce aux relations. Puis ce qui est particulier, dans le fond, du leadership partagé, c'est que c'est des espaces où, formellement, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est dans un espace d'autorité pour que ça arrive. Pour qu'on travaille dans le sens d'un objectif commun. Fait que, tu sais, il y a cette idée-là, dans le fond, de pouvoir, puis ça revient un peu à l'idée de la gestion par les forces à laquelle vous référez tantôt, c'est de dire, tout le monde va se mettre à contribution sur ce qu'il y a de meilleur à offrir. Ça implique aussi que tout le monde va laisser l'autre se mettre en action quand c'est pas la meilleure personne. Fait que oui, je vais venir te soutenir si jamais tu as besoin d'aide. Mais ce sera pas moi le lead. Parce que tu te connais. Parce que je me connais. C'est ça, j'allais dire. C'est ça. Mais tu sais, si on revient tantôt à la question sur l'intelligence émotionnelle, puis où je vous ai dit, je suis pas très connaissant de ça. Tu sais, moi, un élément qui est pas un élément de la documentation scientifique, mais un modèle avec lequel je travaille beaucoup, c'est que pour être capable d'exercer son leadership, ça prend 3 éléments. Faut que je sois capable de me connaître, fait que la connaissance de soi. Faut que je sois conscient de moi dans l'action. Faut que je sois capable de m'observer, d'observer ce qui se passe, d'observer mon impact. Il faut que je sois capable de me gérer. Fait que connaissance, conscience puis gestion de soi, pour moi, c'est 3 éléments où si j'ai, je vais dire, des failles ou plus de difficultés sur une de ces sphères-là, ça va être plus difficile d'exercer mon leadership de façon alignée avec ce qui est requis dans le contexte. Si je me connais pas, il y a des chances que je n'exerce pas ou que je ne démontre pas les comportements qui vont être soit cohérents avec moi ou qui vont être cohérents avec ce qui est requis. Si je ne m'observe pas, même si je me connais, si je suis pas en train de m'auto-observer dans ce qui se passe, ben là, je vais créer des effets adverses peut-être. Parce que là, je le vois pas. Je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un de très direct dans la vie. Là. Très, très, très direct. Ben, je sais qu'il y a des gens avec lesquels ça va moins bien passer. Mais ça, c'est la portion conscience.
Mais si finalement, parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé, parce que, si je me régule pas à ce moment-là, parce que j'ai moins de ressources pour le faire, je sais que je risque d'avoir un effet adverse. Puis si j'ai un effet adverse puis que j'en ai pas conscience maintenant, je serai pas capable de m'excuser. Ou je serai pas capable d'informer l'autre que je suis dans un état où je vais avoir plus de difficultés à retenir ce côté-là direct. Puis à ce moment-là, je peux faire mal à quelqu'un. Blesser quelqu'un. Je peux. Fait que, tu sais, il y a l'aspect conscience. Là. En ce moment, je suis en train de le voir là, que je vais l'échapper. Ma stratégie, c'est je me sors-tu de l'interaction. C'est la gestion aussi de soi. Ces trois éléments-là de connaissance, conscience puis gestion, pour moi, pour être capable d'être en action dans un groupe puis de bien agir sur le groupe en termes d'influence, il faut que tu sois capable d'être toujours un peu dans cette espèce de triangle-là. Puis les aspects de connaissance, il y a beaucoup d'écrits qui commencent à sortir qui sont vraiment intéressants sur physiquement, là, d'où vous venez, dans quel genre d'environnement vous avez grandi. C'est quoi les signes culturels ou ce qui est valorisé culturellement. C'est un peu l'idée du leadership occidental versus oriental, là, les postures, mais aussi d'aller un petit peu plus loin que ça. Là, il y a des chercheurs en Australie qui sont beaucoup sur cette idée de dire, nous autres, les premiers peuples, puis la symbolique des premiers peuples, puis le respect de la nature, c'est quelque chose de super important. Puis, tu sais, on le sait, puis on y croit. Fait que comment ça vient influencer, toi, ta propre posture quand vient le temps d'essayer de avoir une influence sur ton collectif. Fait que, tu sais, d'où vous venez physiquement, c'était qu'est-ce qui était disponible autour de vous, qu'est-ce que ça vous a permis de développer. Puis après ça, comment ça se transpose ça dans votre contexte de travail actuel? Tu sais, je viens du monde universitaire. Avant ça, j'ai eu une carrière au privé dans le monde de la consultation. Puis dans le monde de la consultation, souvent avec des mandats de développement. Fait qu'on me donnait une nouvelle ligne d'affaires à essayer de mettre en place. Puis ça, moi, ça me sied vraiment très bien. Puis dans le monde des firmes, puis dans le monde start-up, ça m'a alimenté beaucoup. Dans le monde institutionnel, où l'institution est un peu faite en te demandant de te conformer, c'est sûr que je le fais quand même, cet aspect-là de développement, mais c'est pas ça nécessairement qui est valorisé. Puis l'institution pourrait dire, regarde, arrête de faire ça. Parce que ce qu'on veut que tu fasses, c'est de devenir un leader académique ou un leader scientifique, par exemple. Puis ça passe par la publication, ça passe par... Mais dans l'absolu, moi, ce qui me drive, c'est de pouvoir développer des projets pour les étudiants ou des projets d'action terrain qui vont permettre de vraiment répondre à des questions puis avoir un impact avec la science sur le terrain. C'est ça que je veux faire, moi, avec mon PhD. C'est ça faisait... Je voyais beaucoup de similarité. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est cette posture-là de leadership que je prends, mettons, maintenant au niveau institutionnel, elle est certainement moins rapide puis moins ouverte que ce que je faisais dans le temps de privé où là, tu sais, c'est pour hier, ce dont on avait besoin. Mais je me garde cet espace-là de leadership. Puis je pense que ça me donne une singularité dans le monde institutionnel où je vis parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui réfléchissent comme ça. Fait que tant que je suis prêt à vivre, moi, avec le fait que je réponds pas 100% à la commande, c'est une bonne façon pour moi d'avoir de l'influence sur le système. Je vais rebondir sur des choses que tu avais mentionnées avant ce petit passage-là. Est-ce que le leadership et l'EDI, ça peut être mis un petit peu en relation dans le sens où comme l'EDI, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus individuel, tu sais, t'es un leader, mais tu connais tes employés, puis tu sais qu'ils viennent de cultures, qui ont des valeurs différentes peut-être. Fait que tu sais, tout ce qui est EDI, leadership, je vois un certain parallèle au niveau peut-être individuel, mais je voyais aussi un parallèle au niveau de, tu sais, qu'est-ce que tu mentionnais, les valeurs de l'entreprise également, que parfois ça te rejoint moins en tant que leader. Fait que y a-tu comme des niveaux un peu à faire attention en tant que leader tant individuel que comme plus organisationnel au niveau comme entreprise? Oui, tu veux que je réponde à l'aspect EDI en ou premier. J'ai l'impression, mettons, juste pour m'éloigner un petit peu de l'EDI, pour moi,
le leadership, c'est d'être capable de valoriser les complémentarités, de reconnaître les différences, puis d'être capable de dire que c'est pas grave d'être différent. C'est plus, dans ta différence, comment est-ce qu'on va être capable de te donner un espace de contribution? De valoriser les différences. De valoriser les différences, de pas essayer de se sentir menacé, de pas demander à l'autre d'être quelqu'un de différent. Fait que, pour revenir un peu au podcast que vous avez eu avec Julie sur le leadership authentique, je pense que cette idée-là d'authenticité puis de cohérence avec soi est importante. Puis comme leader, il faut que tu sois capable, un, de le vivre, mais deux, de le permettre aussi. Donc, de ne pas forcer les gens à rentrer dans un moule nécessairement. Après, il y a quand même un aspect de responsabilité individuelle, c'est-à-dire que, tu sais, mettons que je suis quelqu'un de vraiment innovant. Ben, si je vais dans un milieu où l'innovation n'est pas possible ou c'est pas c'est juste par les pratiques ou le type de produit qu'on met de l'avant ou ben là, c'est peut-être de ma responsabilité à moi de me demander s'il faut que j'exige que le milieu s'ajuste à mon besoin d'innovation puis de me montrer innovant. Il y a une limite où on peut se rendre aussi comme leader ou gestionnaire de dire, ben là, je veux bien, mais comme ici, malheureusement, tu ne pourras pas créer. C'est ça. Versus d'aller travailler dans l'industrie télévisuelle, dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'industrie où là, tu sais, on est dans des espaces de créativité. Par exemple, si on regarde l'innovation, ben, tu sais, je veux pas avoir quelqu'un qui fait mes états financiers de façon innovante. Non. Je veux qu'il respecte les critères comptables, puis je veux qu'il soit capable... J'ai failli m'étouffer, oh my god, c'est ça, parce que ma soeur est comptable, puis genre, c'est très de même que je pense ça. Tu sais, mettons que ta sœur avait un casting très innovant, ben c'est plate parce qu'elle va avoir de la difficulté à le faire vivre. Puis, tu sais, moi, ma job, mettons, comme coach, des fois, ça va devenir de dire aussi... Ben, si vraiment tu as étudié pour être comptable, puis c'est ça que tu veux faire dans la vie professionnellement, elle sera où la sphère d'innovation qui sera pas dans le milieu professionnel? Tu as envie de te mettre à écrire des livres, de la poésie, jouer de la musique. Ou peux-tu t'investir au profit d'une organisation, en siégeant sur un CA, par exemple, qui est dédié à l'art? Tu sais, sur le conseil d'administration de l'OSM ou d'un musée ou d'un organisme qui prend soin de la santé mentale à travers des approches artistiques, par exemple. Tout ça est possible. Est-ce que ce serait nourrissant et suffisant pour toi ou tu as vraiment besoin professionnellement dans ton quotidien de pouvoir démontrer cet aspect-là d'innovation? EDI, je dirais valoriser la différence. Être capable de reconnaître que la diversité de pensée, la diversité de compétences, la diversité même relationnelle est importante. Tu sais, des extravertis, des introvertis dans une même équipe, ça peut avoir une bonne valeur ajoutée. Puis trop d'extravertis, à un moment donné, ça fait peut-être trop de monde qui essaye d'être visible aussi. Fait que, tu sais, ces aspects-là, je pense, sont importants. Sur la deuxième portion de ce que tu amenais, puis je suis pas sûr que je me rappelle exactement où on a atterri, mais tu sais, cette idée-là de l'organisation versus l'individu, je pense que la responsabilité de l'organisation pour que quelqu'un puisse être cohérent puis aligné avec l'organisation, c'est que je comprenne, moi, comme personne, ce qu'on essaye de faire comme organisation. Ce que moi, dans ma macro-unité, là, tu sais, si l'organisation, c'est ce qu'il y a de macro, après ça, au niveau méso, dans mon équipe, comment on contribue à ça? Ou qu'est-ce qu'on fait qui aide à rejoindre les objectifs organisationnels qu'on a? Puis comme individu, est-ce que moi, je sens que j'ai ma place là-dedans aussi, puis que je suis capable de la prendre, de créer de la valeur? Tu étais sur les valeurs tantôt. Moi, je pense que la pire affaire qui peut arriver, c'est qu'une organisation énonce des valeurs avec lesquelles elle n'est pas cohérente. La manifestation dans une organisation d'une valeur, c'est les comportements qu'on peut observer au sein de l'organisation. Fait que si le respect est listé dans mes valeurs, est énoncé dans mes valeurs, mais que tout le monde se sacre après,
qu'il y a des chaises qui volent dans nos meetings. Là, à un moment donné, moi, je serai pas en cohérence. Puis peut-être que je vais avoir pris une décision d'embauche sur les valeurs. Peut-être que non. Peut-être que j'étais déjà en poste dans l'organisation, il y a eu un changement au niveau du comité de direction, il y a une réflexion stratégique qui se fait, on se parle de qui on est, qui on veut devenir, puis là, les valeurs changent tout d'un coup parce que c'est plus les mêmes personnes. Ça va-tu vraiment avoir une incidence sur moi, employé? Dans l'immédiat, peut-être pas, mais si les comportements liés à ces valeurs-là changent assez pour que je ne me reconnaisse plus dans l'organisation, c'est là où ça devient un peu problématique. Où moi, comme employé, je vais vouloir sortir de ce système-là qui est plus en cohérence avec qui moi je suis puis ce que je valorise. Fait que dans le fond, c'est ça. Le leadership, c'est une compétence. Parce que ça se développe. Puis, moi, je pensais à ça aussi beaucoup tantôt quand que tu parlais comme du triangle, avec la connaissance, la conscience, puis la gestion. Et puis, je me demandais aussi si dans ce triangle-là, il n'y aurait pas une composante aussi d'estime de soi. Parce que, tu sais, tu peux te connaître puis avoir une conscience de toi, mais comme pas te valoriser ou juste pas valoriser non plus ou pas voir ce que tu apportes nécessairement dans une entreprise, même si tu sais, par exemple, que tu es super... en fait, que tu communiques bien, par exemple, peut-être que toi, c'est ça, c'est comme pas une valeur que tu vas estimer assez importante pour dire que tu vas... j'ai juste les mots en anglais, là, mais embody, tu sais, le côté de leadership en lien avec ça, mettons. Fait qu'il y a comme une composante d'estime de soi puis de valorisation de soi aussi là-dedans. C'est une question qui est super importante. Puis vois-tu, mettons, quand je vous disais tantôt, en commençant, moi, je suis assez convaincu qu'on commence à développer son leadership assez tôt dans la vie, là. On a des expériences comme enfants qui nous permettent de voir qu'on a des zones d'influence dans nos groupes d'amis, dans c'est ça, les loisirs qu'on fait, les activités sportives. Puis, en lien avec ça, il y a une étude qui a été publiée dans Journal of Applied Psych, il me semble que c'est 2019, où ils ont suivi un échantillon, là, c'est un peu plus de 1200 personnes, enfants, adolescents, dans des écoles en Chine. Puis, dans le fond, on demandait à ces étudiants-là de compléter des questionnaires autour de mon estime de moi, mon sentiment d'efficacité à démontrer du leadership. Il y avait d'autres variables, mais ces deux-là étaient mesurés. Puis, dans le fond, on demandait aussi aux parents, aux enseignants puis aux collègues de classe de nommer c'est qui les élèves qui étaient des leaders émergents. Puis, les résultats de l'étude montrent qu'au fond, les gens qui ont une plus faible estime ne se sentiront pas nécessairement légitimés d'exercer du leadership. Puis ça va réduire leur potentiel d'émergence. Puis un des éléments prédicteurs de la faible estime, c'était de devenir d'un milieu où les parents sont surprotecteurs. Puis, tu sais, c'est parce qu'essentiellement, dans le fond, quand tu es dans un système où on te surprotège, on te laisse pas avoir des expériences. On te protège d'avoir des difficultés, on te protège de toutes sortes de choses qui font en sorte que tu te mets pas à l'épreuve, tu te testes pas. Puis pour être capable de comprendre l'influence que tu as puis comment tu l'as, il faut quand même que tu ailles essayer 2-3 affaires. Puis il y a le développement de l'autonomie aussi là-dedans. Là, fait que, Fait que ces aspects-là en lien avec l'estime, dans cette étude-là, c'est clair que la plus faible efficacité ou sentiment d'efficacité de certains des participants était due à une plus faible estime qui avait été créée à travers un milieu contrôlant ou surprotecteur, qui fait en sorte que tu as de la difficulté à définir la propre valeur que tu as comme personne. C'est difficile de penser ou de croire que tu es capable de quelque chose quand finalement on a toujours tout fait pour t'empêcher de vivre des difficultés. C'est ça. Je vais peut-être changer un petit peu de sujet. On reste dans le leadership, parce que je vois le temps qui passe, on est quand même à 48 minutes, là, fait que ça passe vite, là. Ça fait genre juste 10 minutes qu'on lance, là. Je me questionnais, parce que là, on a parlé beaucoup de, compétences interpersonnelles, intelligence émotionnelle. Fait que je me questionnais sur, selon toi, ta vision, puis qu'est-ce qu'on sait,
c'est quoi les qualités pour être un bon leader? T'sais? Parce que je sais qu'il y a plusieurs types de leadership, en fait, style de leadership. Fait que, c'est quoi selon toi les qualités d'un bon leader, si tu peux le définir? Écoute, c'est intéressant que tu amènes l'idée des styles, parce que moi, quand je suis revenu dans le monde universitaire, un des premiers statements que j'ai fait, c'est les styles de leadership, c'est pas la bonne approche. OK. Mm-hmm. Parce que en science, ce qu'on nous demande, c'est d'être capable d'être parcimonieux. Mm-hmm. Puis donc, ça fait en sorte que nos modèles de style de leadership, on les réduit à très peu de comportements pour respecter cette loi-là de parcimonie scientifique. Alors que d'exercer du leadership, c'est être capable d'adapter ses comportements au contexte. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est pas vrai que 4 comportements sont suffisants. C'est plusieurs comportements. Puis là, il y a une étude qui vient de sortir dans Journal of Managerial Studies qui a mis en compétition 12 mesures de leadership différentes. OK. Puis, grâce aux méthodes statistiques qu'on a maintenant, c'était pas possible de faire ces démonstrations-là avant il y a 5 ans à peu près, mais on a été capable d'isoler le facteur commun entre toutes ces mesures de leadership-là, c'est le relationnel. OK. Ah ouais? OK? C'est l'aspect de bâtir une relation puis d'investir une relation. Après, chacune des mesures avait des aspects uniques aussi. Ouais. Mais la variance commune des 12 mesures utilisées, c'est des aspects en lien avec la relation. Fait que, tu sais, si pour moi, tu me demandes qu'est-ce qu'il faut démontrer pour bien exercer son leadership, on s'en parlait tantôt d'intérêt. Ouais. Je vais vous parler d'écoute. Ouais. Je vais vous parler d'apprendre à questionner. Poser des questions pour être capable d'aller à la rencontre de l'autre de façon avec un intérêt à le rencontrer, puis pas juste parce que j'ai une idée en tête. Vous allez peut-être voir ça là, dans vos cours. Tu sais, moi, dans un cours que j'enseigne, on se parle des différentes formes de questions, puis je travaille beaucoup avec le modèle de Ed Shine, qui est comme Humble Inquiry. Poser des questions humbles en ne présupposant pas que je sais ce sera quoi la réponse ou de quoi l'autre a besoin. Ben, ça m'évite d'être dans un questionnement où je vais valider mes croyances ou mes présomptions. Fait que question très ouverte, très large. Fait que ces éléments-là, pour moi, sont importants. C'est sûr que si je suis dans un rôle aussi dans un rôle formel de leader, donc dans un rôle de gestionnaire, si je veux pouvoir être un leader et un gestionnaire complet, ben il faut que les bases de ma gestion, je sois capable de les appliquer aussi. On se parlait du PODC. Si je suis un gestionnaire qui est pas capable de contrôler, par exemple, ou si je suis un gestionnaire qui est trop laissé faire, je vais avoir de la difficulté à installer aussi dans mon équipe ces espaces-là de leadership parce que ça va être un peu pêle-mêle puis le free-for-all. Fait dans un rôle de gestion, pour être capable de démontrer du leadership, si je ne joue pas mon rôle de gestionnaire comme il faut, ça va quand même être compliqué d'avoir, je pense, ça veut pas dire que j'en aurai pas, mais un bon leadership dans l'équipe. Parce qu'il y a quand même, faut que je la fasse ma job. Tu sais, ma façon d'être légitimé comme gestionnaire, puis qu'on me reconnaisse, c'est que je sois capable de bien négocier des ressources, de bien orienter le travail, de bien... Si ça, c'est pas fait, il y a bien du monde qui vont me regarder en disant « Hey, t'as beau me demander de me mettre à profit ou de m'investir plus ou de prendre un mandat on the side, tu m'aides pas. C'est ça. Fait que cet aspect-là, quand on dit le leadership, c'est quelque chose qui nous est permis ou octroyé par les autres. Mais comme gestionnaire, je pense que d'avoir une base de gestion qui est quand même solide, ça sécurise ma légitimité. Puis ça permet aux gens d'avoir confiance que je vais être capable de les amener plus loin dans ce rôle-là. Puis sinon, je pense que, tu sais, de base, là, être capable de se questionner, pas avoir peur du feedback, être quelqu'un qui prend des espaces aussi pour réfléchir sur soi puis se mettre en action, parce que réfléchir, c'est pas assez. Je peux pas juste réfléchir à qui je suis ou ce que je suis pas. Non. À un moment donné, faut que je me mette en action, faut que je... Fait que le dernier élément que je vous dirais, c'est l'intentionnalité.
comme leader, pour être capable de changer, pour être capable d'avoir une bonne influence, pour être capable de revenir sur des situations que j'ai vécues où j'ai peut-être pas été à mon meilleur, puis j'ai pas eu l'influence que je devais avoir. Il faut que je sois intentionnel dans cette idée-là de pouvoir penser à moi, de me mettre en action, d'aller chercher de la rétroaction. Et c'est souvent, malheureusement, une des premières affaires qui disparaît dans le monde du travail actuellement, de se garder ces espaces-là de travail sur soi. Ouais. Tu sais, vous le vivez comme étudiante, là. Je veux dire, les cours, la recherche, le podcast, l'article pour bravo d'ailleurs, l'article pour la Revue québécoise de psycho. On peut en mettre des projets dans notre vie, là. C'est facile. Ouais. Fait que si j'y arrive pas à me réserver de l'espace pour moi, je vais finir par, je vais dire, désoptimiser ma façon d'être parce que je vais perdre ma capacité de m'ajuster en réfléchissant sur moi puis sur moi dans mon contexte. Fait que ça prend ces espaces-là. Puis tu sais, des fois, c'est aussi bête que t'as 30 minutes à faire pour te rendre à Montréal. Qu'est-ce que tu fais quand t'es dans ton char? Tu peux bien écouter de la musique si tu veux, mais si à la place, tu réfléchis à ton rôle puis à ce que tu essayes de faire ou dans le métro, ben, c'en est un espace qui peut devenir un espace de réflexion, de challenge, de mise en action. Puis des fois, c'est juste d'aménager ces espaces-là qui sont nécessaires. Mais de leur donner une fonction. Puis si je le fais intentionnellement comme personne qui veut démontrer du leadership, mais je vais utiliser ces espaces-là pour voir comment je peux mieux m'utiliser puis comment je peux laisser de la place à d'autres aussi. OK. Je peux te poser une dernière question? Moi, j'en avais d'autres, puis je suis comme, je vois le temps qui file. J'aurais pas besoin. On aura pas de temps. Ça va tellement vite. OK. J'avais noté ça parce que je trouvais ça quand même intéressant. Puis comme je pense que ça pourrait quand même bien terminer, avant de passer aux questions, mettons, des auditeurs. Selon toi, sur quoi on devrait justement porter davantage notre attention dans le développement du leadership dans les prochaines années? C'est encore une super bonne question. Tu sais, on s'est dit que le leadership, c'est l'influence sur un collectif. Ben, il y a des auteurs qui le disent, mais j'ai l'impression aussi dans ma pratique que on valorise beaucoup le développement du leader par du coaching, par des programmes de développement individuel, mais c'est vraiment rare qu'on va voir ce leader-là dans son équipe après. Ça s'arrête comme intervenant à la personne. Moi, je pense qu'il faut commencer à l'intervenir dans les équipes. Fait que développer le leadership chez les employés et non juste sur le supérieur. Oui, ça? Mais aussi, tu sais, juste dans l'interaction. La poursuite de mon coaching avec toi cette semaine. Dans 2 semaines, je vais aller te voir avec ton équipe. Puis on va aller voir comment tu travailles avec eux autres. Puis on va mettre des temps d'arrêt, puis on va questionner les gens de ton équipe sur comment ils se sentent quand tu agis comme ça ou quand tu... Tu sais, parce que l'extension, dans le fond, collective du leadership, c'est on a un bon sentiment de sécurité psychologique. On apprend comme équipe. Tu sais, l'équipe se développe, change, évolue. Mais ça, là, on n'est jamais là. Ou très peu là. Fou. C'est un peu comme si on disait, on donne de la formation à des coachs d'équipes sportives qui sont supposés, cette formation-là est supposée permettre aux joueurs de mieux se sentir, à l'équipe d'avoir un climat de sécurité, à l'équipe de mieux performer. Si on est chanceux, on va voir une différence dans la performance. C'est ça, j'allais dire. En fait, c'est un bon pep talk. Mais concrètement... Ça a-tu vraiment un impact sur comment l'équipe se sent comme collectif? On se fait-tu plus confiance? On a-tu plus notre voix ou c'est encore et toujours le capitaine qui se lève? Qui, tu sais... fait que si on va pas voir l'équipe, il nous manque une notion qui est importante et qui est centrale au leadership. Puis je pense qu'en plus, notre personne qui est en développement, tu sais, un des blind spots qu'on a comme coach, c'est la personne arrive avec ses biais, elle arrive avec ses défenses, puis est-ce qu'elle me raconte
pour vrai comment ça se passe ou être en train de m'ajuster sa situation pour se protéger puis qu'on ne travaille pas nécessairement des éléments qui sont centraux dans son fonctionnement. Oui, un peu le transfert des désirabilités sociales dans une démarche de développement. Fait que, tu sais, ça pour moi, aller sur le collectif. Puis l'autre affaire, il faut que les organisations libèrent du temps aux employés qui sont en mode développement de leur leadership. Je veux dire, tu peux pas te développer si tu n'as pas d'espace. Fait que moi, ça, je challenge beaucoup nos partenaires puis mes clients à dire, en ce moment, là, tu lui donnes pas les conditions pour qu'elle change, cette personne-là. C'est bien beau que tu me dises que tu vois rien, là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle ait de l'espace, au-delà d'y permettre d'être pendant 2 jours dans ton séminaire intensif sur le courage et le leadership authentique, par exemple. Fait que, c'est ça. Aller vers le collectif davantage pour comprendre les faits de la personne, puis lui laisser du temps pour être capable de changer pour vrai quand tu es dans une démarche de développement. Je veux juste être sûr de comprendre, dans le fond, quand tu parles d'aller dans le collectif, c'est-tu aller voir la personne en action dans son équipe? OK, fait être là, mettons, dans son day-to-day. Des espaces de shadowing. Là. Puis, tu sais, vous avez eu quelqu'un qui c'est Francis Pinchot qui nous parlait de team building. Mais tu sais, le team building, si on lui donne une fonction de véhicule pour développer du leadership, va quand même falloir que je sois capable de voir le leader de cette équipe-là en action puis son effet. Puis après ça, de voir quand est-ce qu'il est capable de tone down pour laisser de la place à d'autres. Mais ça, c'est quelque chose qui s'observe. Même si tu m'en parles, ça va peut-être être plus diffus ou abstrait. Fait que de pouvoir être avec l'équipe à certains moments, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est comme c'est une plus-value vraiment pertinente, là, je pense. Ben, comme tu dis, c'est d'aller chercher une mesure manquante ou comme tu sais dans le développement finalement de la personne, parce que tu as l'introspection, mais on parle de relation depuis le début, fait que il manque une des deux. Une des composantes. Exactement, c'est ça. Puis en fait, c'est parce que souvent, ce point de repère-là qu'on a, on l'a à travers des outils de 360. Mais tu sais, encore là, les outils de 360, c'est pas tout à fait complet. Puis moi, d'expérience, là, c'est pas de la littérature scientifique qui parle quand je dis ça, mais d'expérience, il y a beaucoup d'effets de récence aussi dans ce que les gens cotent, les commentaires qu'ils laissent. Fait que si dans les 3 dernières semaines, c'était une situation plus difficile pour le projet de l'équipe, le mandat de l'équipe, là, puis au bout de ces 3 semaines-là, tu fais compléter le 360 aux membres. Ils vont juste se souvenir de ça. Mais c'est ça qui va ressortir. Fait que c'est pas tant les capacités de la personne que ces capacités-là au moment du Polaroid. Là, Fait que, tu sais, il y a d'aller sonder aussi, justement, on va dire en guillemets, les followers, mais aussi peut-être d'assurer un suivi sur du plus long terme pour pas justement qu'il y ait juste des réponses en lien avec un événement X. C'est ça. Qu'il y ait comme aussi un suivi dans le temps de comme, on va évaluer justement le leadership de la personne, mais comme à différents moments, puis selon différentes situations aussi. Oui, mais tu sais, un peu comme dans nos devis de recherche, là, c'est plus une vision journaux de bord qu'une vision diagnostique, un sondage une fois. C'est vraiment ça, là, d'être capable d'avoir plusieurs points de données pour pas le résumer à juste une fois. Parce que le 360 est utile, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est comme ça, il y a un danger que si jamais il se soit passé quelque chose de négatif pour l'équipe ou dans ma relation que j'ai avec mon gestionnaire, qu'il y ait une plus grande difficulté à prendre distance quand je vais faire l'évaluation. C'est comme mettre de côté un peu le contextuel aussi, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Exact. Je suis vraiment intéressée par tout ce que tu dis, mais là, parce que je vois le temps, puis là, on n'avait pas encore abordé les questions des auditeurs, mais c'est tellement intéressant. Là, je pourrais parler de ça pendant encore une autre heure. On peut faire un part 2 avec OK, je vais y aller avec la première question des auditeurs. Fait qu'on en avait une, en fait, c'était comment exercer son leadership en contexte d'OBNL. Fait que, tu sais, de répartir un peu le leadership dans le contexte, puis étant donné que justement l'OBNL appartient pas à une personne, mais que c'est différentes personnes qui gèrent, ça me fait beaucoup penser un peu à la situation que tu racontais avec tes collègues justement comme à l'université et tout ça. Fait que tu sais, peut-être que eux, oui, c'est des gens à la tête de l'OBNL qui se connaissent, mais peut-être ils se connaissent pas encore assez pour prendre
instinctivement leur rôle, leur place de leadership, tu sais, qui leur appartiennent. Fait comment peut-être l'exercer puis le développer aussi? Ben, tu sais, je pense qu'on a déjà mis la base de dire c'est pas à travers une position ou un rôle formel que ce leadership-là va s'exercer. OK? Fait que ça, moi, déjà, je partirais sur le fait que, puis ça va être quelques prémices de base, là, mais tu sais, comme en OBNL, d'habitude, ce qui nous regroupe, c'est la mission. Fait qu'on a quelque chose de commun entre nous qui est ce qui nous interpelle dans le quotidien ou dans ce qu'on essaie d'avoir comme impact à travers l'organisation. Fait que déjà ça, on a quelque chose sur lequel on a une identité commune qui s'attache, puis qui se forge, puis qui peut légitimer le fait qu'on travaille ensemble vers ça. Ouais. Fait que tu sais, à ta question, moi, une des premières affaires que je ferais si c'est une petite OBNL, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on se donne comme moment pour apprendre à se connaître puis voir un peu. Ouais. OK? Mais au-delà de ça, il y a aussi se laisser une chance dans notre cycle de vie comme équipe de gestion de cette OBNL-là pour voir c'est qui va être bon dans quoi, qui va créer de la valeur où dans ce qu'on essaye de faire. Ouais. Tu sais, ça peut être une personne qui a plus de force en rédaction pour aller chercher des demandes de subvention, par exemple. Mais elle a beau être bonne en rédaction, toute la première page de chacune des demandes qui est plus le pitch marketing de la demande de subvention, c'est peut-être la personne numéro 2 qui l'a. Ouais. Fait que de pas, moi, passer trop de temps à faire le pitch marketing puis dire hey, au moins tu peux-tu venir m'aider, on va essayer de trouver les bons angles pour présenter puis je vais l'écrire mais je vais vouloir que tu le relises. Fait que tu sais, de se laisser une chance de se mettre en mode apprentissage, d'apprendre comme équipe, on l'a dit, c'est un des éléments qui est la résultante, dans le fond, collective du leadership. L'équipe se développe, elle apprend et de se laisser une chance autour de ça. L'autre élément pour moi qui est important, c'est un OBNL, je pense qu'il faut que ce soit proche de ses parties prenantes. OK, ouais. Tu sais, ta raison d'être, la mission que tu as est souvent orientée vers des membres ou vers des gens qui ont des besoins particuliers. Tu sais, je pense je vous ai parlé de mon passé de sauveteur, j'ai été bénévole pour la Société de sauvetage longtemps, puis la société, c'est un gros OBNL avec beaucoup de bénévoles. Ben, la façon où tout le monde, où ces joueurs-là bénévoles pouvaient trouver leur espace de leadership dans l'OBNL, c'était sur les différents projets qu'il y avait, mais aussi en fonction de leurs propres expertises, champs d'intérêt. Tu sais, fait que moi, par exemple, pendant quelques années, j'ai siégé sur un comité où on revoyait complètement la formation des gestionnaires aquatiques qui était dispensée ou offerte par la Société de sauvetage. Mais tu sais, cet exercice-là d'actualisation, je l'ai fait de façon volontaire, mais en sachant que j'avais, une expérience à mettre à profit, puis 2, des connaissances du côté gestion de l'humain qui pouvaient être ajoutées dans cette formation-là, qui au départ était très justement PODC. Fait que c'est ça, je pense que d'être proche de ces parties prenantes, ça fait en sorte que ce soit des bénévoles ou des utilisateurs de ce que tu mets en place. Ça te permet de rester aligné sur ce que tu es en train de faire, puis d'avoir de la rétroaction sur les bonnes affaires, puis de mettre du monde à profit pour t'aider. Tu sais, un petit OBNL, souvent, il y en a beaucoup à faire. Si tu vas pas te chercher de l'aide, il y a des dangers d'être pris en dessous de tout ce qu'il faut qu'il soit fait. Puis donc, d'être capable aussi d'aller peut-être des fois chercher de l'aide ponctuelle à travers des pigistes ou à travers des professionnels qui sont ton comptable, ton avocat, puis tu sais, mettons, la comptabilité d'un OBNL, c'est pas la comptabilité d'une entreprise ordinaire non plus. Fait que ça te prend quelqu'un qui va avoir ces compétences-là. Puis tu sais, c'est un peu comme on disait, on a dit plus tôt, il y a l'aspect de rétroaction aussi. Fait que d'être à l'aise d'aller chercher justement de la rétroaction parce que, tu sais, oui, mettons, peut-être qu'eux, ils apprennent encore à se connaître dans leur rôle et tout, mais de demander, tu sais, êtes-vous satisfait, mettons, de mon travail? Parce que, tu sais, peut-être que toi, tu trouves bon, mais c'est peut-être pas à la hauteur de ce que les autres, eux,
ou peu importe, je sais pas, mais tu sais, d'aller chercher justement cette rétroaction-là parce que peut-être que t'es bon dans quelque chose, mais t'es encore meilleur dans autre chose. Fait que, Puis si tu l'observes pas puis tu as besoin de l'output des autres, ben c'est intéressant quand même aussi à ce moment-là d'être très ouvert, tu sais, de dire comme, OK, vous êtes venus nous rencontrer les trois, mais t'as-tu remarqué, Eve, que t'as pas dit un mot, toi, pendant la rencontre? Puis dans le fond, je sais pas pourquoi t'étais là. Puis là, ben peut-être que c'est pas tant le fait de dire quelque chose qui est important, puis la posture, c'est si toi t'arrives puis t'es une observatrice, puis que t'es celle qui écoute le mieux, puis que t'es celle qui, ben, tu vas peut-être être celle qui, au retour, va être capable de challenger les deux autres, de dire, hey, je pense qu'on n'était pas à bonne place. Avez-vous vu l'impact que vous avez eu sur telle personne quand vous avez dit ça? Fait que, tu sais, tout ça, pour moi, devient important. Ben, merci pour ta réponse. Ouais, vraiment. Tu y allais avec la deuxième question? Ben, on va finir avec celle-là pour la question des auditeurs, parce que là, il manque aussi une question du jeu meilleur aussi à poser. Fait que... Ben, ça, je veux dire, on pourrait peut-être en parler dans un autre... Oui, mais celle-là, je la trouve intéressante. Ben, c'est ça, j'irai avec la 2. OK, c'est ça. C'est ça. OK, good. OK, parfait. Vas-y. As-tu des trucs pour développer son leadership ou se faire confiance en position de leadership pour quelqu'un qui est plus introverti? Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, déjà, quand on se parle, juste la réponse que je viens de finir avec toi, quand on est introverti, on a des qualités qui permettent de mieux comprendre l'autre des fois. On observe plus, on prend moins de place. Tu sais, moi, j'ai une fille en tête avec qui j'ai travaillé, là, comme on a travaillé ensemble dans une entreprise, j'ai travaillé avec elle en recherche, puis je disais que c'était un sous-marin. Tu sais, elle prenait pas de place, elle était pas vocale, mais quand elle ouvrait la bouche, là, elle avait connecté tellement d'affaires ensemble que c'était comme pinpoint puis pertinent, là. C'était ça qu'il fallait qu'il soit dit. Puis ça, c'est une façon, encore une fois, de prendre une place. T'apprends pas souvent, mais quand t'apprends, elle vaut la peine. Fait que là où je reconnais qu'il y a un défi, c'est souvent, puis c'est en train d'être challengé par la littérature scientifique, mais souvent, quand on est extraverti, on est désigné comme un leader émergent. C'est vrai. Les gens nous voient, on est plus visible, on dit plus d'affaires, mais encore une fois, si tout ce que tu dis, c'est pas intéressant, ça veut pas dire que tu vas émerger. Fait que, tu sais, pour un introverti, je pense que d'être capable de bénéficier de ce sens-là de l'observation, de cette posture lay-back-là un peu pour venir ajouter des choses que les gens voient pas, c'est déjà un point de départ. L'autre élément qui devient important aussi pour moi, c'est est-ce que tu es introverti parce que fondamentalement, être en relation, c'est quelque chose de plus difficile, qui te gruge beaucoup d'énergie, puis qui est versus, je vais dire, un style plus introverti ou plus discret. Puis c'est pas la taxe relationnelle, là, de dire comme moi, si je pouvais rester chez nous puis pas voir personne, je serais vraiment mieux. Là. Fait que tu sais, si tu es dans une posture où c'est vraiment le relationnel qui est taxant, je dirais, ben, on s'est dit, le leadership, c'est un exercice relationnel. Commence donc par essayer de te trouver un système dans lequel tu vas avoir confiance, tu vas te sentir bien pour essayer de te mettre à l'épreuve tranquillement, pas vite. Si t'as un profil un peu plus discret, puis on te remarque moins, mais ça te demande pas 90% de ton énergie d'être dans des groupes et d'être en relation, à ce moment-là, je dirais, questionne-toi sur la valeur ajoutée que tu vas avoir dans ce groupe-là. Puis, je reviens à l'intentionnel. Mets-toi intentionnellement en action de temps en temps pour faire des démonstrations. Fait que, tu sais, l'aspect réflexion-action, il revient en termes de développement. L'aspect d'intention est crucial aussi, mais je pense que, donc, de voir le système dans lequel je veux mettre en action, j'ai-tu confiance dans les gens? Est-ce que je me sens bien? Si oui, j'ai déjà des conditions de base pour m'essayer. Puis après ça, extraverti ou introverti, on se l'est dit tantôt, si c'est des aspects en lien avec l'estime de soi, les aspects avec le, tu sais, j'ai plus de difficultés à sentir que je vais être capable puis d'y croire.
ben si c'est important pour toi d'être capable de démontrer du leadership, j'irai travailler sur des Ouais. OK. Fait que là, on est dans des approches un peu plus cliniques, Ouais, un peu plus profondes, mais qui vont avoir des répercussions sur la façon dont je suis construit, sur ma capacité après ça comme personne à prendre action. Ouais. OK. Puis tu sais, si vous voulez aller lire quelque chose d'intéressant, je pense que c'est dans Revue Gestion. OK. Il y avait eu un dossier sur introverti, extraverti, puis il y a un duo de gestionnaires au Québec qui se sont identifiés un peu autour de ça. C'est Éric Lachance puis Stéphanie Trudeau de chez Énergir. OK. C'est eux qui étaient dans le numéro. OK. De vendre un peu les aspects de complémentarité entre ces deux profils-là. Ouais. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'était intéressant. OK. Ouais. Merci. Ah, merci. Avant qu'on termine l'épisode. La question. Oui. Ben c'est ça, si tu veux te prêter au jeu, dans le fond, on présélectionne 5 questions. Exactement. Ouais. Okay. Puis c'est des questions plus brise-glace pour apprendre à connaître notre invité de manière différente, plus humaine, moins professionnellement. Fait que vas-y. Tu veux lire déjà pigé. Oui, il est prêt, là. Il est prêt. Qu'as-tu toujours voulu essayer sans l'avoir encore fait? Wow, OK. On parle de réflexion depuis tantôt, là, c'est toi maintenant qui es en réflexion. Ben, c'est drôle parce que ce qui me vient en tête, c'est assez je vais vous en donner 2. Oui. La première, c'est je suis un gars qui aime beaucoup faire du surf. Puis au Québec, c'est quand même plus difficile. Ouais. Fait que j'aimerais ça me mettre au kitesurf. C'est quoi? Ça, j'ai jamais fait. C'est dans le fond, tu as une très très grande voile. OK. Puis t'es attaché sur une planche, puis c'est le vent qui te tire sur l'eau. OK. Puis il y a des écoles là, de ça, notamment pas très loin de la plage d'Oka. OK. Mais donc, je l'ai jamais fait. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. Ah oui. Puis, l'autre élément qui est un rêve que j'avais quand j'étais étudiant de doc, puis là, qui se prête peut-être un petit peu moins dans ma posture de prof, mais je parlais de créer une firme de consultation. Puis, tu sais, je regarde, j'ai des amis qui sont passés à l'action autour de ça. J'ai des amis qui se sont lancés comme travailleurs autonomes. Moi, je fais un peu de consulte, puis j'ai une clientèle qui m'a suivi, mais c'est quelque chose qui m'habite encore beaucoup de voir. Y a-tu une façon de combiner puis de conjuguer les deux, posture de prof puis d'entrepreneur? Puis si je pouvais y aller, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien parce que je pense qu'on pourrait ramener plus de psychologique dans l'intervention conseil dans notre domaine, sortir de l'évaluation de la personnalité là, puis vraiment revenir à quand on accompagne des clients au niveau stratégique, là, comment ça les aide qu'on leur ramène les théories psychologiques sur ce qu'ils essaient de faire dans une acquisition. Comment tu fais pour tenir compte des besoins des employés de l'organisation acquise, des différences identitaires qui existent entre les deux organisations. On a plein de théories autour de ça. Je pense que ça, ce serait à haute valeur ajoutée si on était capable de mettre ça. Mais tu vois, c'est exactement quelque chose que je trouve full intéressant puis pertinent parce que c'est exactement ça, j'ai l'impression, c'est qu'il y a comme, c'est ça, il y a un gap aussi entre la théorie, entre la pratique, tu sais, puis tu sais, de trouver une façon justement de comme concilier la pratique puis d'éduquer juste assez aussi sans tomber dans justement les théories universitaires, mais d'éduquer juste assez, tu sais, pour qu'il y ait une compréhension du pourquoi derrière les comportements ou comme tu sais, fait que des fois la meilleure façon d'éduquer c'est de le faire vivre, de pas jouer au prof mais de dire regarde, mettons là on se parle de ça pour une organisation que tu serais en train d'acquérir, ben là, si tu vas voir un groupe qui est pas le tien dans l'organisation, puis tu essaies de le convaincre de te suivre, tu sais, les théories de l'identité sociale diraient, ben, essaie de souligner ce que vous avez de commun, pas les différences qui existent entre vous. Mais je veux dire, c'est la même affaire dans l'idée d'une acquisition, là. Tu peux, si tu mets trop d'emphase sur les différences, tu renforces tes sous-groupes. Si tu remets plus d'emphase sur qu'est-ce qu'il y a de commun, puis vers où on s'en va ensemble, tu vas rapprocher tes groupes. Puis peut-être que ça va être plus facile. Wow.
Ah, mais c'était tellement... Merci c'était pour tellement la intéressant. Je vous vois regarder le temps depuis tantôt, puis je serais bon, ça a passé, C'est juste ça a parce passé que vraiment vite. 1h20, je pense que c'est l'épisode le plus long, mais comme ça, c'est tellement intéressant. Mais ça a commencé un petit peu plus tôt aussi. Mais c'est tellement intéressant. Moi, j'ai vraiment trippé. Là, mais tout ce que tu dis, je pense que les gens qui nous écoutent, ils pourraient avoir. Ils vont en bénéficier. Ouais, vraiment. Excellent. Merci encore, Simon. Merci. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.